Israéliens voulaient contraindre les États-Unis à bombarder de nouveau le sud du Liban, faute de bombarder l'Iran. Les États-Unis se sont abstenus, bombarder la Syrie, tous les jours quasiment, bombarder le Yémen, bombarder le Qatar. Enfin, je me demande qui n'est pas bombardé. Tous les pays qui entourent ce pays ont été bombardés par Israël. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta. Merci de nous retrouver pour un nouvel entretien d'actualité. Aujourd'hui, un entretien dédié à la géopolitique, à l'actualité internationale, avec quelqu'un que vous connaissez bien parce que nous l'avons reçu à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Il s'agit de monsieur Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci de m'avoir invité de nouveau. Merci d'être à nos côtés ce matin pour commenter, analyser, décrypter l'actualité internationale. Avant de démarrer, évidemment, chers auditeurs, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est important pour le référencement. Pensez à bien commenter, liker, partager cette vidéo. Et avant de démarrer, et ça va faire une transition parfaite avec ma première question, j'ai le plaisir de vous présenter notre dernier magazine, Antimondialiste, les Patriotes, à la reconquête de l'Europe, qui est le fruit du travail d'Omerta durant 4 mois sur le terrain, au contact des peuples et des responsables politiques qui veulent que, je dirais, les patriotes, les souverainistes, puissent peser et puissent voire même prendre le pouvoir à Bruxelles. Alors, je le disais, vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous êtes géopolitologue et vous êtes l'auteur d'un dernier livre, Convaincre plutôt qu'interdire, aux éditions Hermann. On aura l'occasion de développer la thématique autour de ce livre. Est-ce que vous pourriez quand même en dire un mot, peut-être le présenter ? Si vous voulez, ce livre porte sur la laïcité, une laïcité moderne, plus particulièrement orientée vers la communauté musulmane. Parce qu'il faut bien l'avouer, l'islam est une question qui n'est pas traitée en France. Elle n'est pas traitée par la communauté musulmane elle-même, qui n'est pas en contrôle de son propre destin, et ce n'est pas traité par la classe politique qui a peur d'aborder la question. Donc à travers ce livre, j'ai essayé de mettre l'église au milieu du village et dire à quel point la laïcité est un phénomène indispensable, un principe profondément nécessaire pour assurer l'harmonie sociale de demain en France. C'est l'objectif de ce livre. D'accord. Alors nous avons traité de la question du mondialisme et des mouvements souverainistes, des mouvements patriotes qui s'opposent à cette tendance. Est-ce que le mondialisme, ça vous parle et quelle définition vous pourriez en donner ? Si vous voulez, il y a plusieurs angles que l'on peut utiliser pour aborder cette question. Pour moi, cette expression-là, aujourd'hui, revêt la négation même des nations, la négation même de l'histoire, la négation même des civilisations. Tous des facteurs d'enrichissement du genre humain. Ça implique également le contrôle de la planète par une ou deux puissances qui dominent et qui imposent leur façon de voir les choses à l'ensemble des pays du monde. Prenez les États-Unis par exemple. Les États-Unis aujourd'hui ont transformé leur loi domestique nationale en un droit international qui s'applique partout avec l'extraterritorialité. Les entreprises françaises spontanément se mettent sous la juridiction américaine, alors que c'est inconcevable. Mais elles le font parce que la puissance américaine, la crainte que les États-Unis inspirent, entraîne l'uniformité dans l'appréciation de sa puissance. Et donc le mondialisme en tant que tel, pour moi, c'est la domination de la planète par la volonté de quelques-uns, c'est le refus de prendre en considération les particularités de chaque nation, les aspirations légitimes de chaque peuple. Et en fait, quelque part, c'est le nivellement par le bas. Et c'est la création d'une soupe uniforme de toutes les valeurs du monde entier, sans mettre aucune d'entre elles en exergue et sans faire avancer, ne serait-ce d'un iota, le devenir du genre humain. Donc je ne suis pas un mondialiste, si vous voulez. Vous parliez des États-Unis.
après quasiment un an de présidence Trump, quel bilan vous tirez de cette première année et est-ce qu'il y a une vraie rupture? Parce qu'on sait qu'il était vraiment en opposition avec les démocrates, notamment le bilan de Joe Biden. Est-ce qu'il y a une rupture avec Trump ou est-ce qu'on va finalement dans le même sens, voire même est-ce que, je dirais, l'Amérique est redevenue plus que jamais un empire conquérant? Je pense que Trump marque quand même la fin de la domination des États-Unis sur le monde. Parce que quand un pays est obligé de montrer sa puissance, de déployer sa force militaire, ça prouve que la position dominante que ce pays a occupée naguère, où il n'avait même pas besoin de montrer sa puissance pour acculer les uns et les autres à l'obéissance, cette position n'existe plus. Et je pense que Trump ne fait que perpétuer une volonté américaine de domination avec beaucoup de jeux de théâtre, beaucoup de clownerie, mais in fine, c'est la poursuite des mêmes stratégies que d'autres présidents américains ont poursuivies sous des airs plus urbains et civilisés. Il ne s'agit pas d'une rupture, il s'agit d'une continuité. L'intervention au Venezuela, la capture de Nicolás Maduro et de sa femme, les prétentions de Donald Trump sur le Groenland, c'est quand même, vous qui êtes avocat, c'est quand même mettre de côté l'ordre international établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le droit international. On est vraiment retourné sur, je dirais, la géopolitique au sens classique du terme, et vraiment à des relations quasiment exclusivement bilatérales. C'est-à-dire qu'il a une volonté, il a des ambitions, il utilise la force comme on le faisait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale ou pendant une partie de la guerre froide. Je retournerai encore davantage en arrière dans l'histoire, c'est Gengis Khan en fait. L'affaire Maduro-Venezuela n'est pas une nouveauté. Cette affaire vient dans une longue lignée d'autres interventions américaines qui ont abouti au même résultat. Rappelez-vous, ils sont allés en Irak, les Américains, sous des prétextes fallacieux, pour renverser un pouvoir, attraper son président et le pendre dans un sous-sol. Ils ont fait la même chose par l'intermédiaire de la France et de l'Angleterre en Libye. Et de la sorte, ils ont détruit toutes les barrières qui empêchaient l'immigration sauvage de la région des Grands Lacs vers l'Europe. Ils ont mis ces pays à feu à sang. Idem pour la Syrie. Ce qui est encore plus flagrant dans l'affaire du Venezuela, c'est qu'en dehors du côté un peu grotesque d'un État qui s'autorise d'aller dans un autre pays, kidnapper dans sa chambre un chef d'État élu d'un État souverain et sa femme, on se demande pourquoi sa femme, pour les amener sur un porte-hélicoptère américain et de là vers un tribunal new-yorkais pour le juger pour des faits de trafic de drogue qui n'ont ni queue ni tête, parce que comme vous le savez, la fentanyl s'est basée sur des produits qui viennent d'Asie, produit au Mexique, la drogue n'est pas produite au Venezuela, mais en Colombie ailleurs, et transportée avec les Caraïbes. Que vient faire le Venezuela là-dedans? Personne ne le sait. Mais ce prétexte-là a été utilisé pour l'arrêter, et derrière proclamer que le pétrole du Venezuela, c'est à l'Amérique. Confisquer le pétrole, amener la société américaine pour le produire, sans pour autant changer de régime sur place, puisque la vice-présidente, elle est restée. Les alliés de Maduro sont au pouvoir et continuent d'ailleurs leur répression. Donc en fait, c'est une opération de kidnapping, de chantage et de confiscation des actifs d'autrui dans son intérêt personnel. C'est un hold-up. Et aujourd'hui, cette affaire-là, symboliquement, si vous voulez, marque la fin du droit international en tant que tel. J'aimerais pas être aujourd'hui étudiant en droit public international. Parce que va-t-on apprendre sur les bancs de l'université quand on voit sa traduction dans les faits, dans le jeu des relations internationales? Trump, c'est la fin du droit, c'est la fin de la souveraineté des États, c'est la fin, si vous voulez, de la diplomatie. Et une fois pour toutes, c'est la proclamation de la supériorité de la force brute, sauvage. Ce qui va quelque part acculer les autres pays à se mettre sous la coupe d'autres puissances, ou vouloir se doter d'autres armes
de manière à pouvoir ne serait-ce que sacraliser leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est en sécurité. Pareil pour le Groenland, partie intégrante d'un pays membre de l'OTAN, le Danemark. En Europe, il arrive, il dit voilà, vous me le donnez, ou je l'occupe, ou je le conquiers. Voilà, pour l'instant, je vous je vous propose de me le vendre. Et quand on dit non, tarif. 10% sur tous les pays, 20% sur tous les pays qui s'opposent à la chose. C'est absolument insupportable. Eh bien, ça, c'est le monde dans lequel on vit. Raison de plus d'aller vers davantage de souveraineté, pour la France en particulier, qu'on puisse se doter d'un armement capable d'assurer notre défense, parce qu'on le voit sur la question de Gaza, les menaces proférées à l'encontre des produits français par rapport au marché américain. Passons, outre le fait que c'est contre le droit international, le commerce international, le libre-échange, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est devenu le shérif dans le Far West. Un shérif corrompu. Dans le Far West, il fait comme il veut, il tire sur qui il veut, et il jouit de l'impunité. Lui et ses alliés. C'est quelque chose que l'histoire de l'humanité n'a pas connu à l'époque contemporaine. On est revenu à l'époque de Gengis Khan et de Tamerlan. Le fort fait ce qu'il veut, quand il le veut. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas non plus, au-delà de l'Amérique, c'est pas une tendance quand même dans le monde? On voit que la Russie, finalement, a exercé sa pleine souveraineté de puissance en envahissant l'Ukraine au nom de ses intérêts. On voit aussi que la Chine, dans le déploiement de sa flotte militaire autour de Taïwan, etc., exerce aussi, sans passer par des institutions internationales, sa puissance, sa souveraineté. Est-ce que finalement, je dirais, il n'y a pas aujourd'hui comme ça peut-être un club de nations qui ont décidé finalement de revenir aussi parce qu'il y a ce sont peut-être des personnalités qui ont un certain âge, qui ont vécu la guerre froide, etc., et qui décident en fait de retourner, je dirais, à du bilatéral. Et justement, puisqu'on parlait de la souveraineté, pas s'embarrasser d'institutions qui peuvent les gêner, mais à défendre strictement les intérêts de leur propre pays. Je ne pense pas qu'on puisse comparer la question du Venezuela avec Taïwan ou le Donbass et le Lugansk. La Chine a des prétentions historiques sur Taïwan. Historiques. La Chine, pour l'instant, n'a pas imposé ni embargo, ni une quelconque contrainte sur Taïwan. Il y a des centaines de vols par semaine, le business continue, le voyage continue. Pour l'instant, je pense que si Trump devait poursuivre dans sa démarche de faire fi du droit international, ça va encourager la Chine d'occuper Taïwan. Sur le temps que Taïwan n'occupe plus l'importance que ce pays occupait dans l'esprit des Américains depuis une dizaine d'années, avec la fin de la dépendance américaine par rapport aux microchips de Taïwan. La Russie, si vous voulez, Lugansk-Donetsk, bien sûr, on peut considérer que la frontière d'un État souverain, c'est la frontière d'un État souverain, sauf que, in fine, on regarde la question uniquement à travers le prisme de l'Ukraine. La réalité, c'est qu'il y a eu 30 000 morts dans le Lugansk et le Donbass quand les Russes sont intervenus. Je vous rappelle que la partie qui est intéressante parce que les Russes, c'est une partie où les russophones sont majoritaires, où les orthodoxes russes sont majoritaires et qui sont pris pour cible et qui étaient pris pour cible par l'aviation ukrainienne de manière quotidienne. Il y avait des bombardements que l'armée ukrainienne organisait sur ces sites-là. Donc, quelque part, la Russie est arrivée au secours de sa propre population et de sa propre corps légionnaire. Ce n'est pas une volonté d'accaparer les ressources naturelles d'un autre pays. Il y avait d'autres arguments fondamentaux. L'Amérique, c'est pas ça. L'Amérique est allée sur place, a mis la main sur la ressource pétrolière du Venezuela, d'abord avant tout pour en profiter elle-même, et deuxièmement pour créer la dépendance énergétique chinoise envers les États-Unis. Quand vous regardez la Russie à part, et Dieu sait que les relations entre la Russie et la Chine sont quand même compliquées, il y a deux gisements majeurs d'hydrocarbures dans le monde qui jouissaient d'une certaine autonomie. C'était le Venezuela de Chavez Maduro et c'est l'Iran d'aujourd'hui. Et on voit la pression que l'Amérique met sur les deux pays pour faire en sorte à ce que la Chine soit totalement et intégralement dépendante des États-Unis pour ce besoin minier d'hydrocarbures. Donc avec le Venezuela, il a fait un travail de gangster en faisant hold-up sur la banque énergétique que représente le Venezuela, et deuxièmement, par la même occasion,
créer une dépendance énergétique incontestable de la Chine envers les États-Unis. Les Chinois, pour l'instant, ne se comportent pas comme ça. Les Chinois ne peuvent pas le faire. Si vous voulez, quand vous regardez la puissance militaire américaine, vous regardez un budget national annuel de 1000 milliards de dollars. Vous prenez le budget de défense de tous les autres pays du monde réunis, ces budgets-là sont inférieurs par budget américain. Ils ont 11, 12 porte-avions nucléaires, dont le plus petit, c'est 2 fois le char de Gaulle. La Chine en a 3, dont un est un navire-école, l'autre un tanker transformé. Ce n'est pas une puissance de projection, c'est une puissance de défense. Je ne parle pas de leur capacité missile balistique, je parle de leur puissance maritime. L'Amérique aujourd'hui jouit d'une position dominante. Et je ne pense pas que cette puissance puisse se projeter dans la durée, parce que l'Amérique est devenue aujourd'hui un facteur d'instabilité dans le monde. C'est vrai que même les alliés des États-Unis ne sont pas protégés. Regardez le Qatar. Tous ces pays-là dépensent tout leur argent pour acheter l'armement américain dans l'espoir vain que les États-Unis vont les protéger. Et la réalité, c'est que lorsque le pays est attaqué par l'aviation israélienne, eh bien, que font les Américains? Ils turn off, pour utiliser une expression qui les concerne. Ils débranchent le système de protection aérien pour permettre aux Israéliens de faire ce qu'ils veulent. Les F-35 qu'ils ont vendus à gauche, à droite, ne pourront même pas décoller s'il n'y a pas au préalable l'approbation des États-Unis. En fait, l'Amérique n'a pas d'alliés. L'Amérique n'a que des clients forcés d'obéir, in fine. Puis regardez, même l'Europe, même la France est pris pour cible par les États-Unis. Qui est leur allié dans le monde aujourd'hui? Personne. Soit on se soumet en capitulant devant les États-Unis, et à ce moment-là, on est toléré jusqu'à ce que les dessins changent dans la durée, soit on s'oppose, et à ce moment-là, il faudrait s'adonner des armes nécessaires, aussi bien juridiques qu'idéologiques, qu'économiques, que militaires, de manière à pouvoir assumer sa souveraineté. Si on ne fait pas ça, la France va devenir une sorte de laquais des États-Unis. Il y a quand même un pays qui trouve grâce, j'allais dire, quelles que soient les circonstances, c'est Israël. Alors comment est-ce que vous expliquez que il y ait cette relation, puisque Donald Trump en fait est capable de tout, sauf avec Benjamin Netanyahu, avec lequel il prend quand même des gants et il lui laisse quand même, vous parliez des bombardements sur le Qatar, il lui laisse quand même encore une marge de manœuvre quand même énorme. Comment vous expliquez qu'il y ait toujours ce lien, malgré la personnalité de Donald Trump, qui rendrait possible, je dirais, peut-être une remontée de bretelles, ou au moins d'être plus exigeant avec les Israéliens? Les États-Unis n'ont jamais eu un président aussi inféodé à un Premier ministre israélien que Trump par rapport à Netanyahu. Je vous rappelle que la propre fille du président Trump se convertit au judaïsme orthodoxe, qui est la religion de son mari, Jared Kushner, qui est une sorte d'envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient pour y œuvrer en vue de la paix, pour un résultat inexistant tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. Et puis la puissance, si vous voulez, du lobby pro-israélien aux États-Unis est telle qu'aucun élu américain ne peut se permettre, si vous voulez, de s'opposer à la politique israélienne. Même quand cette politique-là est contraire aux intérêts supérieurs des États-Unis. Même quand cette politique-là est contraire aux intérêts supérieurs des États-Unis. Je pense que 95 ou 16 ou 17% de tous les élus américains, d'une manière ou d'une autre, profitent des largesses de l'AIPAC, qui est le grand lobby pro-israélien aux États-Unis. Il y en a d'autres, comme Anti-Defamation League, the Israel Project, il y en a énormément. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, à travers, si vous voulez, un travail que Netanyahu a d'ailleurs mené, avec un concept qu'ils ont mis au goût du jour, le concept judéo-chrétien, qui est une invention, si vous voulez, de ce XXe siècle post-deuxième guerre mondiale, où on essaie de dire que les juifs et les chrétiens sont pareils et qu'en fait ils n'ont qu'un ennemi en commun, c'est l'islam et les musulmans, pour essayer de positionner les États-Unis dans un schéma d'hostilité par rapport au monde musulman en général, au Moyen-Orient en particulier.
Donc quand vous rajoutez, si vous voulez, ces différents faisceaux d'indices, la puissance excessive du lobby américain qui est mentionné même, si vous voulez, aux États-Unis, dans les universités ailleurs, et vous le rajoutez, si vous voulez, à ce travail de véritable travail de lavage de cerveau qui est mené depuis des dizaines d'années aux États-Unis, vous aboutissez à la situation actuelle, c'est-à-dire le pouvoir américain est inféodé au pouvoir israélien. À un tel point, si vous voulez, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même plus manifester dans les universités américaines, dans les villes américaines, en faveur du droit du peuple palestinien bafoué. Si vous êtes étranger, on va vous ramasser dans la rue et on va vous expulser. Aujourd'hui, pour aller aux États-Unis, même aujourd'hui pour les ressortissants français, on demande à connaître vos réseaux sociaux, pour connaître quel est votre avis sur la question palestinienne, sur Israël, etc. Et il y a des États américains qui ne peuvent profiter des largesses du gouvernement fédéral en cas de crise sanitaire ou de crise climatique s'il n'y a pas au préalable une sorte d'approbation blanc-seing qui est octroyée à la politique israélienne en général. Et ceci est dangereux parce que historiquement, Israël jouissait, si j'ose dire, on appelait ça d'un soutien bipartisan, c'est-à-dire qu'aussi bien les démocrates que les républicains jouissaient, ou plutôt proféraient un attachement à Israël. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et de plus en plus, la société civile américaine commence à prendre la parole. Vous avez un sénateur juif lui-même, mais qui est d'une très grande ouverture d'esprit sur la question israélienne, qui s'appelle Bernie Sanders, qui ouvertement critique la politique israélienne et dit clairement que l'intérêt des États-Unis ne passe pas systématiquement par l'intérêt d'Israël. On a les mêmes en France, si vous voulez. Ça s'appelle la secte au sein des affaires étrangères. Ce sont souvent des diplomates qui ont été postés à Tel Aviv historiquement, qui reviennent en France et qui considèrent que globalement, l'intérêt supérieur de la France passe d'abord et avant tout par l'intérêt supérieur d'Israël. Et pour le résultat que l'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Moyen-Orient est décimé. On est allé chercher un terroriste meurtrier, violeur, assassin, en la personne de Djoulani, le chef du Front al-Nosra, le bras droit d'al-Baghdadi de l'État islamique. On lui a taillé la barbe, on l'a habillé d'un costume, on l'a mis président de la Syrie. Depuis, il y a des conflits majeurs avec toutes les minorités là-bas, les Alaouites, les Kurdes, les Druzes, etc. Et Israël qui a occupé militairement une partie de la Syrie, à quelques dizaines de kilomètres de Damas, jusqu'à quelques kilomètres de Damas, a occupé le Golan au mépris du droit international et a profité de ce tumulte de l'arrivée au pouvoir de ce terroriste pour aller détruire l'ensemble de l'arsenal militaire et des infrastructures industrielles syriennes pour en faire un État failed state, comme dirait Noam Chomsky, c'est-à-dire un État qui est incapable d'assurer sa propre survie. Pareil dans d'autres pays de la région. Donc il y a une volonté aujourd'hui d'Israël de devenir la superpuissance militaire du Moyen-Orient que ce pays-là l'est, mais même au-delà de ça, devenir une sorte de faiseur de roi dans la région. Et on le voit à travers les mainmises que la politique étrangère israélienne effectue et dispose, par exemple, dans les pétromonarchies arabes du Golfe Persique, qui ont perdu leur souveraineté, qui font exactement comme veut Israël. Pareil en Azerbaïdjan, parce qu'Israël considère que l'Iran est une menace pour ce pays. Je ne pense pas que ça soit une menace existentielle pour le pays, mais c'est une menace pour la domination du Moyen-Orient par Israël, puisque l'Iran est un grand pays. Et le retour de l'Iran dans le concert des nations ne permettrait pas, si vous voulez, la domination du Moyen-Orient par un seul pays. Mais en tout cas, donc, ils encerclent l'Iran et ils ont réduit, si vous voulez, à un état de soumission la totalité des autres pays du Moyen-Orient, sans aucune exception. Il va des Émirats arabes unis en passant par l'Arabie saoudite, etc. Comment croyez-vous qu'Israël arrive à venir bombarder l'Iran? Il faut qu'il survole quelques pays. Alors, il y a quand même autour de Donald Trump des gens qui commencent à se poser des questions. Il y a J.D. Vance, il y a Steve Bannon, il y avait le défunt Charlie Kirk qui sont assez critiques de la politique étrangère de Donald Trump, notamment au Moyen-Orient, et ce lien indéfectible contre vents et marées, et quelles que soient les actions du Premier ministre israélien, tout ça commence à être remis en cause autour de Trump. On voit que ça n'a jamais été le cas dans le passé. Vous savez, il y a toujours eu, dans la haute administration américaine, des personnes qui contestaient cette situation de fait, qui considéraient que même l'intérêt d'Israël
exige une certaine indépendance du regard des États-Unis et pas un alignement systématique coûte que coûte. Il y a toujours eu des personnalités de cette envergure qui ont manifesté leur position par rapport à cette politique d'alignement à 100%. Sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Là, vous avez fait référence à Bannon. Bannon n'est plus aux affaires, si j'ose dire. Il ne jouit plus de la proximité dont il jouissait lors du premier mandat de Trump en tant que son idéologue. Vance, c'est différent. J.D. Vance, c'est différent et il se positionne pour être le prochain candidat aux élections de présidence du Parti républicain. Lui, il commence à se manifester et à peser. Sauf qu'il n'a pas remporté la bataille sur les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes à Natanz et Fordo, puisque les États-Unis sont quand même allés. C'est le camp Israël, coûte que coûte, a gagné. C'est Rubio, ça, en fait. Marc Rubio est un des acteurs. Il y en a d'autres, ils ne sont pas tout seuls. Ça, c'est les personnalités les plus marquantes. Mais là, aujourd'hui, par contre, je pense que sur la question du bombardement de l'Iran à travers la crise que connaît ce pays-là, je pense que ce camp-là l'a remporté. A remporté une bataille, en tout cas. Puisque la volonté, c'était d'y aller. Je vous rappelle que Trump a dit un jour, s'il y a des morts civiles, l'Amérique va y aller. Le lendemain, il a dit, s'il y a des pendaisons parmi les personnes arrêtées, on va y aller. Et troisième jour, merci, les Iraniens ont arrêté de pendre qui que ce soit et que 800 condamnations à la pendaison ont été commuées en peine d'emprisonnement. Qu'est-ce qui a empêché Trump d'intervenir à votre avis ? Moi, je pense que c'est un mélange d'un certain nombre de facteurs. Déjà, je pense qu'il y a aux États-Unis aujourd'hui le camp de J.D. Vance qui commence à peser un peu davantage au vu du fiasco de la politique israélienne dans la région, la politique américaine. Ils disent, regardez le résultat, on en parle après. Je pense que l'Iran, n'étant pas le Venezuela, et que le coût, si vous voulez, d'un débordement pour l'Amérique était trop excessif. Je vous rappelle qu'il aurait suffi pour l'Iran de jeter 2 missiles sur Dubaï, 2 autres sur Riyad, pour que le projet 2030 du prince héritier saoudien tombe à l'eau, qu'il y ait une fuite de tous les expatriés des Émirats arabes unis. Donc tous les projets économiques et business de ces Émirats seraient tombés par terre. Le cours était extrême. Et puis ce sont des gens, si vous voulez, des pays qui sont très proches de Trump. L'Arabie saoudite a versé 2 milliards de dollars sur un fonds de private equity pour le gendre de Trump, ce fameux Jared Kushner, pour qu'il investisse dans le domaine industriel. Et pour l'instant, tout ce qu'il a investi, c'est un projet hôtelier en Albanie, tout en continuant à prélever 2% de management fees sur ce fonds chaque année. Donc ils ont un pouvoir, si vous voulez, qui est le pouvoir de l'argent. Puisque je pense que l'histoire des États-Unis, depuis peut-être la présidence Harding, n'a jamais connu une présidence, une administration aussi corrompue. Je crois que ce pays-là ont également pesé sur l'administration de Trump pour qu'il n'y aille pas, voulant se protéger eux-mêmes, et puis en voulant également, pour les Saoudiens, remercier les Iraniens du soutien que l'Iran apporte à l'Arabie saoudite dans le conflit qui l'oppose aux Émirats arabes unis, au Yémen. Parce que les Saoudiens, il y a 2 semaines, ont bombardé les installations émiraties, ont acculé les Émiratis à quitter le Yémen, parce que les Saoudiens considèrent que les Émirats aujourd'hui représentent une puissance concurrente qui n'est pas forcément une puissance amicale, pas un allié en tout cas. Et les Iraniens les ont soutenus à travers les Houthis dans le combat contre les Émiratis. Donc les Saoudiens sont intervenus, le camp de J.D. Vance est intervenu, et puis surtout, je pense qu'il y a eu vraiment une ligne rouge marquée par les Chinois et les Russes. Voyant ce qui est arrivé à Maduro et au Venezuela, ils se sont dit que ça ne peut pas se reproduire en Iran. Donc ils ont dit clairement aux États-Unis que ça ne doit pas se produire en Iran. Et puis, si vous voulez, sur le cas iranien, c'est étonnant parce que, bien entendu, moi je dis toujours que les bases de manifestation de révolte sont totalement réunies. Parce que le pouvoir iranien est confronté non pas à une crise, mais à 20 crises. La crise de l'eau, la crise de l'énergie, la crise de l'électricité, la crise du chômage, la crise de l'absence de croissance économique, la crise de l'environnement, la crise du foulard. Il n'y a que des crises sur place et le pouvoir ne sait comment s'en sortir. Mais ce qui est également incontestable, c'est qu'il y a eu, si vous voulez, de l'ingérence étrangère dans ces manifestations en Iran, puisque les Israéliens eux-mêmes l'ont dit et l'ont reconnu. Puisque l'ancien ministre de la Défense a dit clairement que les agents du Mossad sont sur place. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que
les revendications des Iraniens ne sont pas légitimes, sont légitimes. Ça ne veut pas dire que cette histoire-là autorise le pouvoir iranien à utiliser une carte blanche pour commettre les pires exactions comme ils l'ont fait. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire en tout cas que le pouvoir iranien aujourd'hui est extrêmement fragile et que le risque d'un éclatement du pouvoir en Iran aurait eu des conséquences négatives sur toute la région. Vous imaginez si l'Iran tombe dans une situation de guerre civile, combien de millions de réfugiés prendraient le chemin vers l'Europe? Quelle instabilité frapperait la région d'un point de vue géopolitique? Les Israéliens ont envie que l'Iran, parce que le problème d'Israël n'est pas avec l'islam en Iran, ni avec la République islamique d'Iran. Il y a une République islamique, c'est la République islamique du Pakistan, qui a l'islam comme facteur identitaire majeur, qui est une puissance nucléaire. Pourquoi est-ce que ça pose un problème? Le problème d'Israël, c'est avec l'Iran, parce que sa taille, parce que sa population extraordinairement éduquée, parce que sa puissance industrielle. Je vous rappelle que malgré 40 années de sanctions, l'Iran place les satellites en orbite. Et sa proximité, parce que finalement, on est quand même dans la on est zone à d'influence. 1000 km quand même, on n'est pas voisin. Mais en tout cas, on l'a bien vu dans la guerre des 12 jours, que l'Iran avait une capacité développée de manière autochtone de frapper le territoire israélien. Et c'est ça ce qui pose problème aux États-Unis et à Israël, parce que ce n'est pas les Émirats ou le Qatar qui ont dépensé des centaines de milliards pour acheter de l'armement américain qu'ils n'arrivent même pas à utiliser sans l'autorisation des États-Unis. Ce que l'Iran a fabriqué est une fabrication nationale et la souveraineté iranienne autorise les Iraniens à seuls prendre la décision de l'utiliser ou pas. Effectivement, la guerre de 12 jours, une des raisons qui a fait qu'il y ait eu un cessez-le-feu, c'était l'incapacité d'Israël à arrêter ces missiles ultra-performants iraniens et l'absence de moyens de contrecarrer leur arrivée sur le territoire. Dites-vous bien que quand un missile décollait d'Iran, le missile devait traverser la Jordanie, avec des bases américaines sur place qui essayaient de les interpeller, des frégates anglaises et françaises qui essayaient de les interpeller, des frégates américaines arrivaient sur Israël, 3 niveaux de défense anti-aérien, malgré cela, 40 missiles hypersoniques à changement radical de trajectoire au moment des frappes ont touché Israël. Et il y a eu des dizaines de milliers, pour ne pas des centaines de milliers d'Israéliens qui ont quitté le pays pendant ces 12 jours pour aller s'installer à Chypre ou pour fuir à travers les vols que les Européens, les Français, Anglais, les Polonais et les Allemands avaient organisés sur la frontière égyptienne. Parce qu'il y avait un vrai problème. Je crois qu'il y a eu des centaines d'immeubles qui ont été touchés. L'installation Raphaël de défense israélienne a été touchée. L'Institut Weizmann a été touché. Le port d'Haïfa a été touché. Des raffineries ont été touchées. Passons. Donc l'Iran, si vous voulez, est un morceau également lourd. Mais je pense surtout que c'est la conjugaison de la pression chinoise et russe sur les États-Unis, la pression des pétroménagers arabes du Golfe Persique, en particulier l'Arabie Saoudite, et également le fait que l'Iran, si vous voulez, c'est un gros morceau, c'est pas un État des Caraïbes, si vous voulez, faisait que la raison a primé aux États-Unis. C'est qu'est-ce qu'ils allaient faire, si vous voulez, in fine. Bombarder quelques casernes et quelques stations de police, c'est pas ça qui aurait arrêté la réaction excessive du pouvoir face à ces manifestants. Tuer le guide de la révolution iranienne ou les élites, on l'a bien vu. Dans la guerre de 12 jours, ils ont décapité l'armée iranienne, mais l'État iranien a continué. Et donc, en fait, ça aurait créé juste la chienlit dans la région, sans pour autant entraîner un quelconque changement dans l'attitude du pouvoir iranien. Sans arrêter les manifestations, sans arrêter la répression. C'était une erreur géopolitique erronée. Bien, je pense, à un moment, la conjonction de ces facteurs a fait que l'Amérique a entendu la raison. Pour l'instant, ça peut changer demain. On a un président américain qui est très erratique. Mais encore une fois, de toute façon, en Iran, il y aura un moment avant, un moment après. Le pouvoir iranien ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé. Et qu'on ne peut pas impunément, si vous voulez, tirer sur sa population, même s'il y a des accusations d'intervention étrangère ou d'ingérence étrangère, ou des agents israéliens sur place, parce que les problèmes de fond existent et continueront d'exister. Et ces problèmes sont économiques, sont environnementaux, sont de toute nature. Alors, on oublie de dire que l'Iran était en conformité absolue par rapport à ses engagements de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015 sur le nucléaire. Au niveau des enrichissements, que 13 rapports successifs de l'AIE l'ont confirmé. Oui. Et malgré cela, les États-Unis sont sortis de cet accord au mois de mai 2018 et ont transposé de nouveau les sanctions internationales sur l'Iran. Et dernièrement, la Troïka, France, Angleterre et Allemagne ont également proposé au Conseil de sécurité d'introduire le mécanisme de snapback qui
pose de nouveau sur l'Iran toutes les sanctions internationales et onusiennes sur l'Iran pour non-respect des accords nucléaires. Et c'est ça ce qui cause également les difficultés économiques de l'Iran, si vous voulez, qui cause les troubles. Parce que la jeunesse iranienne, qui est éduquée, qui est ouverte sur le monde, n'espère qu'à une seule chose, avoir une vie, un avenir, une situation économique meilleure, un espoir d'une vie meilleure, pouvoir interagir avec le monde. Que l'Iran retrouve sa juste place dans le concert des nations, eh bien, ces systèmes de sanctions l'empêchent. Il y a en plus, il n'y a pas que ça. Il y a la corruption, quasi institutionnalisée au niveau de l'appareil de l'État iranien. Il y a aussi l'incompétence, qui existe également. Mais in fine, la raison même, si vous voulez, la cause même des difficultés économiques de l'Iran, ce sont les sanctions injustes transposées sur l'Iran. Est-ce que l'Iran n'a pas aussi bénéficié de son jeu diplomatique? Vous parliez de l'Arabie Saoudite, qui a un rapprochement très intelligent, très concret entre l'Iran et ce pays pivot dans le Golfe. Est-ce que l'action diplomatique, malgré les sanctions, malgré les bombardements, malgré la pression de l'Iran, n'a pas aussi contribué à lui donner de nouveaux points d'appui et de nouveau, je dirais, des négociateurs efficaces avec Donald Trump? Je ne pense pas qu'on puisse considérer que la diplomatie iranienne a surperformé. Prenez la guerre de 2 jours. 3 jours avant la rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères et Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain sur la question nucléaire iranienne, la guerre de 12 jours a commencé. Les Iraniens n'ont même pas vu la chose venir. Le lendemain de la rencontre du ministre iranien des Affaires étrangères et les émissaires de la France, l'Allemagne et l'Angleterre, il y a eu le bombardement des B2 sur les sites nucléaires iraniens. Donc quelle est cette diplomatie qui n'a rien su venir, ni empêcher a fortiori? Je pense que c'est les considérations géopolitiques régionales qui ont fait que l'Arabie Saoudite, voyant les Émirats Arabes Unis presque un ennemi, a basculé sur l'Iran. Les Chinois, voyant que les gisements indépendants du Venezuela leur avaient échappé, qu'il ne restait plus que les gisements iraniens, ont basculé en faveur de l'Iran pour s'assurer au moins l'approvisionnement iranien à bas coût au profit de la Chine. Je pense que le camp de J.D. Vance aux États-Unis a vu le fiasco que tout ça représentait au Moyen-Orient, à feu à sang aujourd'hui, et il a dit stop. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Israël a bombardé le Liban, tous les jours, continue de le faire, bombardé Gaza. Rappelons-nous, on n'en parle jamais assez de cette affaire. Gaza, c'est 75 000, 100 000, on ne sait même pas combien de morts il y a eu, combien de dizaines de milliers d'enfants tués, dizaines de milliers de femmes tuées. Moi, en tant qu'homme, moi, en tant qu'avocat, je n'accepte pas ça. Même un mort, c'est trop. Je ne l'accepte pas à Gaza, je ne l'accepte pas ailleurs. Et je peux vous dire, je ne l'accepte pas en Iran. 3 000 morts, ce qui est, semble-t-il, le chiffre annoncé. Je n'accepte pas la destruction de vies humaines. Mais quoi qu'il en soit, que risque Israël? Aujourd'hui, rien. Bombarder Gaza, mener les actions que vous connaissez en Cisjordanie. On n'ose même pas imaginer c'est qu'endurent les Palestiniens en Cisjordanie, confrontés au quotidien au harcèlement de colons israéliens qui sont parmi les plus fanatiques, ceux qui vont s'installer en Cisjordanie, soutenus par l'armée israélienne. Il y a eu, je crois, 2-3 000 morts en Cisjordanie. On n'en parle pas. Et pourtant, les Cisjordaniens n'étaient pas en révolte contre Israël. Il n'y a pas eu, ils n'étaient pas derrière le 7 octobre. Bombarder le Liban tous les jours. Et là, les Israéliens voulaient contraindre les États-Unis à bombarder de nouveau le sud du Liban, faute de bombarder l'Iran. Les États-Unis se sont abstenus. Bombarder la Syrie, donc, tous les jours quasiment. Bombarder le Yémen, bombarder le Qatar. Enfin, je me demande qui n'est pas bombardé. Tous les pays qui entourent ce pays ont été bombardés par Israël. Alors je veux bien croire, si vous voulez, que le problème vient des autres, en ce qui concerne Israël. Mais quand on commence à bombarder tout le monde, partout, à un moment, il y a peut-être une question à se poser sur sa propre politique étrangère. Je parle d'Israël. Et donc, je pense aujourd'hui qu'Israël est sur une mauvaise voie. Une mauvaise voie qui n'est pas que la conséquence de la politique de Netanyahou. Celui de Netanyahou, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, mais on dit que oui, il est d'extrême droite. Mais quelqu'un a voté pour lui, pour qu'il soit au pouvoir depuis 20 ans. C'est-à-dire que la société israélienne, globalement, malheureusement, est en train de se radicaliser. Elle s'est radicalisée.
pour pouvoir accepter ce qui s'est passé à Gaza, si vous voulez, il faut l'accepter. Il faut pouvoir l'accepter. Et je crois que globalement, il y a un shift, un mouvement vers l'extrême droite de la société israélienne en général, qui a mis des gens comme Netanyahou sous le coup d'un mandat d'arrêt international, comme Ben Gvir, comme Smotrich, des personnes, si vous voulez, si on devait traduire les discours qu'il prononce en hébreu, aucun homme digne de l'adjectif humain ne pourrait tolérer ce qu'ils se disent par rapport aux Palestiniens qu'ils ont déshumanisés, traitent comme des animaux, etc., et qui les qualifient d'ailleurs comme des animaux qu'il convient d'exterminer. Et malheureusement, cette politique israélienne aujourd'hui est alignée sur cette administration américaine de Donald Trump. Je crois que ça va changer en 2026. Je pense que les midterms, les élections mi-mandat, ne vont pas donner raison à Trump. Et je pense que le prochain président américain ne sera pas un républicain de la tradition de Trump. Et donc tout cela font qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient est à feu à sang et qu'aujourd'hui, l'Amérique commence à réfléchir sur le fait de savoir est-ce que la politique que ce pays-là déploie dans la région est acceptable ou pas. Et je crois qu'il y a des prémices d'une remise en question qui s'opère. Mais tant qu'on a un homme comme Trump dans la Maison-Blanche, qui est un homme dont je commence à douter, vu sa stratégie de la rationalité de sa pensée, ça va être difficile d'obtenir des changements. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France ont les moyens de résister à Donald Trump? Est-ce qu'on peut résister à Donald Trump? Si vous voulez, quand on regarde les chiffres, l'Europe, c'est 500 millions de personnes, 450 millions de personnes dans ces eaux-là. C'est-à-dire entre 150 et 200 millions de plus d'Européens que d'Américains. En fait, nous, c'est le côté ridicule de la situation. L'Europe de 500 millions est obligée d'appeler à la rescousse l'Amérique de 300 millions pour protéger l'Europe de la Russie de 150 millions. Ça veut dire que, quelque part, c'est grotesque. L'Europe, économiquement, scientifiquement, a les moyens d'être une puissance militaire légale ou encore meilleure que celle des États-Unis. Mais dans la pratique, parce qu'il y a cette mondialisation, parce qu'il y a cet abandon de souveraineté entre les mains des organisations collectives qui sont incapables de déployer des politiques défensive dans l'intérêt des nations qui sont censées représenter, l'Europe est devenue un lion sans dents. On apparaît comme un lion, mais dans la pratique, on est incapable de se défendre. Et quand vous regardez les épisodes que l'Europe a eu dans son histoire contemporaine, si vous voulez, on constate que l'Europe, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, à 1 heure de Mirage 2000 de Paris, incapable de se défendre. Le Kosovo, c'est quoi? La Serbie, c'est quoi? Incapable de nous défendre. On est obligé d'appeler les Américains. Et ça, si vous voulez, c'est un scandale. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les relations internationales, dans la géopolitique internationale, la notion d'amitié n'existe pas. La notion d'amitié n'existe pas, et la preuve, le dernier discours de Trump contre les pays membres de l'Union européenne, membres de l'OTAN, alliés naturels des États-Unis, contre la France, avec les menaces de 200%, j'ai entendu, de tarifs sur le champagne français et d'autres produits viticoles. Qui est notre ami, qui est notre ennemi? C'est une question que je me pose. Et en tout cas, aujourd'hui, on se dit que voilà, il faut se doter, ne serait-ce que pour se protéger contre la menace perçue de la Russie, mais dans la pratique, on n'a plus les moyens, parce qu'on n'a plus la volonté politique. Si vous voulez, dans le livre bleu, il y a quelques années, on a augmenté le budget militaire français de 40 milliards à 50 milliards. Et les 10 milliards de trop, globalement, ont servi à compenser la rémunération de nos armées par rapport à l'inflation et à réhabiliter notre site de lancement de nos missiles balistiques nucléaires. Mais ça s'arrête là. Alors on dit 100 milliards, les 50 milliards, on les a où, comment, etc. Le pays est aujourd'hui excessivement endetté. C'est-à-dire aujourd'hui, le taux d'endettement de la France, 120% du produit intérieur brut, c'est l'équivalent de ce que c'était le taux d'endettement de la Grèce à l'époque de la crise européenne. C'est-à-dire que l'enfant malade de l'Europe aujourd'hui, c'est la France. Et globalement, je dirais, et j'ai souvent pour habitude de comparer la fin de l'Empire ottoman, si vous voulez, avec la situation de l'Europe aujourd'hui,
Et je me dis, l'Empire ottoman, sur le papier, c'était un territoire immense, la majesté d'un grand sultan de la sublime porte régnant. On avait l'impression de tout, du pouvoir. Mais dans la pratique, l'Empire n'existait plus déjà. Et la France aujourd'hui et l'Europe aujourd'hui, c'est un peu l'Empire ottoman. On a l'apparence du pouvoir, l'apparence d'une économie puissante, mais dans la pratique, rien. Regardez, il a suffi que l'Azerbaïdjan, ce petit pays des Caucases, crée des troubles en Nouvelle-Calédonie pour qu'on soit obligé d'envoyer je ne sais combien de compagnies mobiles de la gendarmerie française pour arrêter la situation là-bas et maintenir la domination française sur place, qu'on est sur le point de perdre. Si vous voulez, si on avait perdu l'aéroport de Nouméa, on n'aurait même pas pu approvisionner le pays, et ni déployer nos forces. L'Azerbaïdjan menace l'intérêt supérieur de la patrie dans le Pacifique. Comment peut-on autoriser un tel comportement? Parce qu'aujourd'hui, personne craint l'Europe. Personne craint l'Europe. Et même la puissance économique qu'on était censé avoir, on l'a plus. Une société américaine cotée sur le Nasdaq, c'est à une capitalisation boursière plus importante que toutes les capitalisations boursières de toutes les sociétés, de toutes les bourses européennes, Nvidia. Donc, on ne se donne pas les moyens, on ne se pose même pas les bonnes questions. Et on se trompe d'ennemis. Il y a deux notions que je voudrais approfondir avec vous. La première, c'est ce que vous appelez la secte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, vous qui avez quand même le recul pour, je dirais, analyser et témoigner de ce qu'a été la diplomatie française sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que c'est que la secte? Si vous voulez, la diplomatie française a toujours été une diplomatie d'avant-garde, historiquement pas. Même le général de Gaulle qui disait que la France n'a pas d'amis ou alliés, la France n'a que des intérêts. Donc la France, entre le bloc américain et le bloc soviétique, c'était le pays de la troisième voie, l'honnête courtier, qui était capable d'intervenir sur la scène diplomatique internationale, prendre la main de tel ou tel pays, ostracisé ou mis au banc de la communauté internationale, pour la ramener, si j'ose dire, dans le droit chemin des échanges internationaux. La France n'assume plus son rôle. La France est aujourd'hui totalement alignée, comme les États-Unis, sur la politique israélienne au Moyen-Orient. Je parle de ça en particulier dans ma spécialité. Je suis incapable de vous parler de l'Amérique latine. Et en fait, à l'intérieur du Quai d'Orsay, vous avez une minorité de diplomates, qu'on appelle la secte, qui sont des personnes qui sont des néoconservateurs, des personnes alignées sur la politique étrangère d'Israël, totalement, et qui ne raisonnent qu'en fonction de ça. Et vous avez, je ne vais pas les nommer, des Sherpas du président de la République, etc., qui raisonnaient uniquement à travers la volonté d'Israël. Je ne dis même pas l'intérêt d'Israël. L'intérêt d'Israël, quelque part, est aussi que le Moyen-Orient vive en paix, que l'Iran cesse d'avoir ce langage guerrier à son encontre, que la question nucléaire soit réglée. Voyez, eh bien, il ne voit l'intérêt de la France qu'à travers exclusif le principe de la politique étrangère de la droite israélienne, in fine. Et ils sont puissants, ils sont forts. Et ils ont amené la diplomatie française là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire devant une voie sans issue, avec le recul de la pertinence française dans le monde entier. La Nouvelle-Calédonie, l'excitation, l'insurrection armée que cette affaire-là a personnifié, du fait des agissements de l'Azerbaïdjan allié d'Israël, si vous voulez, dans le Caucase, ça traduit la faiblesse de la France. L'expulsion de la France de toute l'Afrique occidentale française, avec la seule exception de Guinée-Conakry, qui même là, ça peut changer, est une expression du déclin de la politique étrangère française. À un moment, il faut qu'on se pose des questions. Elle est où cette politique étrangère de général de Gaulle, qui a permis à la France d'exister en tant que telle? Si on ne bouge pas en France, on va devenir, si vous voulez, avec tout le respect que j'ai pour la Belgique de demain en termes militaro-économiques, et l'Autriche en termes de rayonnement culturel, un pays musée. La secte, ça date d'Emmanuel Macron, ou alors c'est quelque chose qui s'ancre dans les quinquennats précédents? Dans le quinquennat précédent, c'est quelque chose qui a commencé à apparaître avec Nicolas Sarkozy. C'est lui qui l'a encouragé, c'est lui qui l'a développé.
D'accord. Chirac était le dernier président français qui avait l'intérêt supérieur de la France, d'abord et avant tout, comme doctrine. On l'a bien vu avec le Premier ministre Villepin, qui prochainement, je pense, va se présenter aux élections, avec son discours qu'il a prononcé au Conseil de sécurité. Ce vieux continent qui vous dit non, c'était la dernière fois que l'Europe se manifestait. Parce que la France avait dit non aux États-Unis sur la question de l'Irak. L'Irak, on se souvient que le chef d'état-major ancien chef d'état-major des armées aux États-Unis, le Conseil de la sécurité nationale, est arrivé sur l'estrade de l'ONU, c'est l'espèce de tube qu'il avait entre les mains, en disant voilà, j'ai la preuve incontestable, et cette preuve n'existait pas. Et on est allé sur place. 1 million d'Irakiens sont morts, pas simplement du fait de la guerre, du fait des sanctions, de ce oil for food, exportez votre pétrole, on vous donnera de quoi vous nourrir, de l'embargo sur les médicaments. 500 000 civils irakiens sont morts par manque de médicaments, de malnutrition, je ne sais quoi d'autre. C'est criminel, ça. Et donc, ce n'est pas que des chiffres, si vous voulez. 500. L'Irak, globalement, c'est 1 million de morts. Est-ce qu'on sait en Iran, est-ce qu'on connaît le prix, justement, humain des sanctions économiques imposées parce que c'est assez paradoxal. Une partie de la jeunesse iranienne manifeste sur des questions socio-économiques, mais la dégradation est liée aux sanctions imposées à l'Iran. Mais vous savez, je ne dirais pas que ce qu'est la jeunesse qui manifeste en Iran. Je dirais que cette fois-ci, vous avez toutes les couches de la société qui manifestent leur mécontentement par rapport à un ensemble de choses, la situation économique, mais également l'idéologie du pouvoir en place. Ça ne se limite pas à l'économique. Mais vous avez raison. Le coût économique de sanctions n'est pas mesuré parce qu'il y a des personnes en Iran qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments nécessaires dans le secteur oncologique contre le cancer. Il y a des équipements qui manquent. Incontestablement, alors l'Iran c'est un grand pays, c'est un pays industriel, donc ils arrivent à peu près à contrôler tant que faire se peut la situation. Mais il y a un coût. Quand vous avez un pays qui n'a pas le droit d'exporter son pétrole et qui peut le vendre à la rigueur en quantité réduite, avec des discounts jusqu'à 70% à la Chine, alors que c'est un des pays les plus riches au monde, ne serait-ce que par ses ressources minières d'hydrocarbures, première réserve gazière au monde, troisième pétrolière, et j'en passe. Richesse de la matière grise, le niveau d'éducation en Iran est supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale. Un pays qui, malgré les sanctions, est dans les 10 premiers pays au monde en termes d'articles scientifiques imprimés. Je vous ai parlé de sa puissance satellitaire exceptionnelle. Malgré les sanctions, le pays souffre massivement. Et effectivement, les difficultés que le pays rencontre sont dues principalement aux sanctions internationales qui durent depuis 40 ans, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux, puisque le peuple manifeste à juste titre contre la crise économique. En même temps, ceux qui disent qu'on va venir à votre secours pour vous protéger, ce sont ceux-là même qui ont créé cette crise économique avec les sanctions et qui se proposent de régler le problème en le transformant en un deuxième Vietnam, deuxième Irak, deuxième Syrie, deuxième Libye. Et bien moi je dis, malgré la souffrance que le peuple iranien traverse, que je n'accepte pas, et je condamne le recours à la force dans ce pays à l'encontre de ces couches de la société qui expriment leur volonté de changement, moi je dis, on ne peut pas accepter que des pays qui sont derrière les pires catastrophes dans le monde, sous prétexte, si vous voulez, d'amener la liberté et le libéralisme, soit en charge du changement en Iran. Les agents de la destruction ne peuvent être les agents de la construction de demain. Et que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Et qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des pays comme les États-Unis ou Israël, avec le passé qu'on vient de décrire, que l'on connaît, qui viennent bombarder le peuple iranien, comme ils l'ont fait pendant la guerre de 12 jours. Ils ont tué 1200 Iraniens pour essayer d'amener un changement. Changement de quoi? Changement comme l'Irak, comme la Syrie, comme la Libye. Moi je dis non. Le peuple iranien est capable de décider de par lui-même. Et puis l'ossature de la société change. Et ça va changer. Que le pouvoir aujourd'hui est condamné à changer. Parce qu'il va y avoir un moment après. Ce qui se passe en Iran depuis cet été, cette nouvelle tentative de Donald Trump, est-ce qu'il y a derrière
est-ce qu'on peut y voir une volonté de ce qu'on appelle le régime change? Incontestablement, la volonté des États-Unis, de Trump, est de changer le régime en Iran. Incontestablement. La volonté absolue d'Israël, c'est de changer le régime en Iran. Donc Malgré ses déclarations. C'est une stratégie absolue, bien sûr. C'est une stratégie absolue. Pour l'Amérique, c'est intolérable qu'il y ait un pays qui dispose de missiles balistiques qui puissent frapper des intérêts américains qui ne soient pas inféodés aux États-Unis. Pour Israël, c'est insupportable qu'il y ait un pays de cette taille-là, de cette importance démographique-là, de ce niveau scientifique-là, qui ne soit pas inféodé à Israël ou qui soit anéanti comme tous les autres pays où Israël est intervenu. La série dernière en date. Donc eux, ils veulent un changement. Leur problème avec l'Iran, c'est pas quel est le problème qu'ils ont avec la République islamique et le dire de quelques excès sur place. Leur problème, c'est avec la taille de l'Iran, avec la démographie de l'Iran, avec le niveau scientifique de l'Iran, avec la puissance industrielle de l'Iran. C'est ça leur problème avec l'Iran. Donc que ce soit eux ou quelqu'un d'autre, ça sera toujours pareil. À moins que ce soit un régime qu'ils transposeraient inféodé à leur volonté. Là, ils seraient très contents et d'accord. Mais pas tant qu'il y a un État ou un pouvoir, islamique ou pas islamique, qui revendique la souveraineté nationale. Je vous rappelle qu'en 1953, le premier gouvernement démocratiquement élu au Moyen-Orient, par un laïc, libéral et démocrate, le docteur Mossadegh, a été renversé par les États-Unis. La CIA, ils sont arrivés, ils ont renversé, et ils ont rétabli le régime impérial qui a été renversé quelques décennies plus tard par la révolution islamique. Comme conséquence, comme réaction par rapport à ce coup d'État organisé par les Américains. Ça, c'est le régime qu'ils voulaient. Une sorte de dictature militaire à leur solde, où 50% du budget du pays partait pour l'achat de l'armement dont le pays n'avait que faire. Donc, moi je dis, la souveraineté passe d'abord et avant tout par le respect du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et puis, ce standard, si vous voulez, on intervient là et pas là, là et pas là, c'est un peu ridicule. Ridicule. Je n'ai pas entendu les États-Unis, si vous voulez, intervenir au Soudan, parce que les alliés émiratis sont impliqués. 500 000 morts. Je ne vois pas les États-Unis courir au secours de la RDC, Congo, Kinshasa, alors qu'il y a eu 20 millions de morts, je crois, sur les 30 dernières années. On fait une fixation à gauche et à droite. Attention, je n'essaie pas de relativiser quoi que ce soit. Même un mort, c'est inadmissible à mes yeux. Mais 30 millions de morts, d'un côté, ça ne peut pas passer inaperçu. Donc c'est deux poids, deux mesures, en fonction de leurs intérêts. D'ailleurs, ce qui me rappelle en fait ce qui est arrivé au Congo. Patrice Lumumba, qui était le chef d'État, le Premier ministre post-indépendance de la RDC, qui voulait contrôler les mines du pays, dans la mesure du possible, à l'intérieur de sa population. On l'a pris, on l'a torturé, on l'a fusillé, on l'a coupé en morceaux, on l'a mis dans de l'acide. Il ne reste qu'une dent qu'un soldat belge parmi les tortionnaires avait gardé et qui, à sa disparition, l'a retrouvé. La dent est revenue en grande pompe dans le pays. Une dent. Et ça traduit également quelque part de la volonté de ces impérialismes, si vous voulez, de réduire à néant tous ceux qui veulent s'opposer à eux, avec des arguments que vous connaissez. Saddam est un danger pour l'humanité, avec des armes de destruction massive, il n'y en avait pas, ou tel autre pays ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Et on voit ce que ça a donné. L'Irak, aujourd'hui, ne maîtrise toujours pas son budget. C'est-à-dire que les ventes pétrolières irakiennes donnent lieu à des paiements par les acheteurs. Les paiements sont versés directement sur le compte de la Federal Bank of New York, et les États irakiens sont obligés d'émettre des factures pro forma et argumentées pour que l'Amérique veuille bien libérer l'argent entre leurs mains. C'est ça la liberté que les États-Unis ont amenée après Saddam. 1 million de morts et un pays réduit au rang de vassal. Dernière question, vous disiez que finalement la Russie et la Chine ont empêché l'intervention américaine. Quel est aujourd'hui, que représente le poids de cette aide, de ce soutien, pas seulement pour empêcher une guerre, mais pour, je dirais, soutenir économiquement, militairement, stratégiquement l'Iran dans la région? Est-ce que ce sont aujourd'hui
est-ce que c'est ce qui permet aujourd'hui de sauver l'Iran? Non. Je pense que il y a deux choses à distinguer. L'intérêt, si vous voulez, de la Chine et de la Russie à sauver le pouvoir iranien face aux États-Unis, c'est leur intérêt géopolitique personnel, et leur intérêt à voir l'Iran redevenir un pays émergent, puissant, économiquement avancé, qu'il est déjà aujourd'hui, mais encore plus avancé, libéral, ouvert sur le monde, respecte les droits de l'homme, etc., et capable de le concurrencer. Non. Aucun pays n'est tombé amoureux de l'Iran. Pas plus les Américains que les Chinois, les Russes. Ils défendent leurs propres intérêts. C'est-à-dire, quand vous regardez bien la question, vous voyez que les Chinois qui ont signé un accord où ils devaient investir 200 milliards de dollars en Iran, un accord qui s'appelait Lion-Dragon, d'après les symboles de ces deux pays, et les Iraniens n'ont pas vu le premier copec de cet investissement. Les Russes qui avaient promis aux Iraniens de donner des Sukhoi avancés à l'aviation iranienne de manière à pouvoir protéger leur espace aérien, les Iraniens attendent toujours. Donc leur volonté, c'est de garder l'Iran dans une position de dépendance pour pouvoir en profiter. Les Russes dans leur conflit contre l'OTAN en Ukraine, les Chinois pour s'assurer d'une station-service de la dimension de l'Iran pour leur vendre du pétrole à bas coût. Mais qui s'inquiète pour le peuple iranien? Personne. Le peuple iranien doit prendre son destin en main et ça viendra. Ardavan Emir-Aslani, merci pour cet entretien. Je rappelle à nos auditeurs de se procurer le livre, mais on vous réinvitera pour le présenter et vous poser toutes les questions pour comprendre votre démarche. Convaincre plutôt qu'interdire, aux éditions Hermann. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour cet entretien.